Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat et retour ce matin à un débat qui s'est déroulé le 9 mai dernier dans l'hémicycle du Sénat. Un débat qui s'intitulait l'Union européenne face aux défis de la compétitivité, de l'innovation, du numérique et de l'intelligence artificielle. Ce débat a eu lieu à la demande de la Commission des Affaires européennes qui est présidée par le sénateur Les Républicains Jean Bizet et en présence de la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances, Delphine Génie-Stéphane. Cela a été l'occasion pour les sénateurs d'aborder à travers un débat interactif avec le gouvernement des sujets aussi divers que la question de la compétitivité et l'importance de l'échelon européen en la matière, mais aussi la fiscalité des GAFA, les géants du numérique, l'importance de développer l'intelligence artificielle en Europe face aux géants chinois ou encore américains, mais aussi la nécessaire protection des données personnelles et le modèle européen en la matière. Tout de suite donc, retour à ce débat qui s'est déroulé mercredi dernier au Sénat. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, ce deuxième volet sur le débat européen en ce jour de la fête de l'Europe, en ce jour du 9 mai, va porter donc sur les défis de l'Europe en matière de compétitivité, d'innovation, du numérique et de l'intelligence artificielle, sur lequel nous avons dans cette Assemblée, je regarde André Gattolin, Colette Mello, des gens particulièrement, je dirais, compétents. La compétitivité économique de l'Union européenne est un défi majeur. Le marché unique est une grande réalisation, mais il doit d'abord être un atout pour les producteurs européens. Certes, heureusement, l'Europe n'a pas fait le choix du repli dont les conséquences économiques seraient néfastes. Elle s'est ouverte sur le monde, mais en acceptant l'ouverture, elle doit aussi veiller à préserver ses intérêts économiques. Nous souhaitons en particulier que l'Union soit ferme et unie face aux initiatives américaines concernant l'aluminium et l'acier. Où en est-on des discussions avec les autorités américaines? C'est un sujet qui fait votre quotidien, Madame la Ministre, j'en suis convaincu, et nous attendons vos réponses. Le marché unique doit bénéficier aux producteurs européens. Pour cela, l'action de l'Union doit développer une ambition. Or, on est loin d'une véritable stratégie industrielle européenne qui permettrait à notre continent de reconquérir le terrain perdu en ce domaine. L'Europe doit rattraper son retard en matière d'investissement. Nous avons soutenu l'augmentation de la capacité et de la durée du Fonds européen d'investissement stratégique. La Commission européenne propose désormais de créer un fonds d'investissement qui permettrait par le jeu de garantie de mobiliser 650 milliards d'investissements. Il faut parallèlement lever les obstacles réglementaires à ceci. L'énergie doit être une priorité. L'Europe ne sera pas compétitive sans une énergie sécurisée, accessible et bon marché. Nous appuyons le projet d'une union de l'énergie tout en veillant à une bonne articulation entre les compétences de l'Union et celles des États membres. Pouvez-vous nous éclairer sur l'état des discussions en cours sur le paquet de textes présentés par la Commission européenne? En aparté, je voudrais également souligner que nous avons été extrêmement attentifs au niveau de la Commission des Affaires européennes du Sénat sur l'émergence de Nord Stream 2 qui fera demain de l'Allemagne un hub gazier européen, ce qui, à mon avis, oblige économiquement et politiquement l'Allemagne à certains engagements vis-à-vis d'autres États membres. L'innovation doit constituer une autre priorité. L'Europe peut apporter une réelle plus-value dans ce domaine. La Commission européenne propose un nouveau programme intitulé Horizon Europe, doté de 97,6 milliards d'euros, soit 53% d'augmentation par rapport au cadre actuel. Elle souhaite afficher clairement la priorité accordée à l'innovation avec un Conseil européen de l'innovation qui constituerait un guichet unique en matière d'innovation de rupture. Quelle est l'appréciation du gouvernement sur ces initiatives? Personnellement, j'attire l'attention depuis déjà quelque temps au gouvernement sur deux points bien particuliers. L'Europe n'est pas dotée de supercalculateurs de nouvelle génération, alors que nos voisins d'outre-Atlantique et le bloc asiatique, lui, en est doté. J'aimerais également, sur un sujet un petit peu délicat qui concerne l'évolution de la sélection variétale et les biotechnologies, avoir votre analyse sur les nouvelles
je dirais les fameux NTB, New Breeding Technology, qui sont un passage, à mon avis, obligé sur la compétitivité de certaines filières agricoles. Dans cette mobilisation pour la compétitivité européenne, l'Union économique et monétaire doit occuper une place centrale. C'est pourquoi son approfondissement doit demeurer une priorité. À travers son groupe de suivi sur la refondation, le Sénat avait fait des propositions. Et pour le prochain cadre financier, la Commission européenne prévoit un programme de soutien aux réformes à hauteur de 25 milliards d'euros et une fonction de stabilisation de l'investissement avec une capacité de près de 30 milliards d'euros. Une feuille de route franco-allemande a été annoncée, mais à ce stade, on constate plutôt des divergences. Cela nous désole. Pouvez-vous nous rassurer sur une position commune de la France et de l'Allemagne d'ici le prochain sommet de la zone euro et le Conseil européen de fin juin? Le numérique, autre grand défi de l'heure. L'Europe a pris conscience de son retard dans l'innovation et la régulation, mais également de sa faiblesse vis-à-vis des grands acteurs privés de l'Internet, face à des comportements contestables comme l'optimisation fiscale ou l'abus de position dominante. Les pouvoirs publics paraissent plus enclins à la fermeté. La Commission européenne a proposé une stratégie globale et ambitieuse. L'entrée en vigueur du règlement sur la protection des données personnelles doit être saluée. Et si l'Europe a eu un retard technologique important, elle a, je pense, aujourd'hui ouvert une nouvelle porte, qui est la porte, si je puis dire, de l'éthique en la matière, quand on se réfère au contentieux entre Facebook et Cambridge Analytica. Je pense que là, nous avons une piste, je dirais, à ouvrir de plus en plus. Le droit européen de la concurrence doit être aussi plus efficace. Le Sénat préconise de simplifier le déclenchement des mesures conservatoires afin d'éviter que persistent des entorses aux règles de concurrence pendant la durée, souvent très longue, des procédures déclenchées par la Commission européenne, à l'instar de l'affaire avec la société Google, et dossier de l'heure, si je puis dire, à l'affaire de Air France KLM, suite au contentieux que cette compagnie a avec Ryanair ou avec certaines compagnies du Golfe. Nous devons encadrer également spécifiquement les plateformes numériques structurantes pour l'économie en leur appliquant notamment le principe de loyauté. Que peut-on attendre des propositions de la Commission européenne dans ce domaine? Enfin, nous devons aussi parvenir à une taxation effective des revenus générés par l'activité numérique, tant en matière de fiscalité directe qu'indirecte, avec une assiette rattachée au territoire de l'activité effectivement réalisée, que l'on appellerait présence digitale significative. Pouvez-vous nous éclairer sur les discussions en cours? Je regrette que le Conseil européen n'ait pas cru bon, si je puis dire, d'adopter la position de la France en la matière et de se retrancher éventuellement sur la position de l'OCDE. Je sais bien que la position française de taxation n'est pas parfaite, mais au moins elle aurait le mérite, je dirais, d'être enclenchée dès maintenant. À l'ère numérique, le droit d'auteur et les droits voisins doivent être pérennisés par une assise territoriale réservée. Il faut parallèlement veiller à favoriser l'accès aux œuvres, à préserver la juste rémunération des auteurs et le financement de la diversité culturelle. Nous avons besoin d'un pilotage stratégique et d'une grande cohérence entre la politique de concurrence et la politique industrielle. Il faut soutenir la croissance des start-up européennes en Europe et en mobilisant les outils de financement et en levant les barrières à leur développement européen, l'Union européenne doit aussi défendre son ambition numérique dans les négociations commerciales en cours. Enfin, quelques mots sur un autre enjeu, à savoir celui de la cybersécurité et l'importance stratégique de développer des compétences et des capacités publiques et privées en la matière. C'est la souveraineté proprement dite des États qui peut être mise à mal, mais aussi le développement d'une économie numérique qui ne peut que reposer sur la confiance de ses acteurs. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. La parole est maintenant à Madame Delphine Gény-Stéphan, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances, pour 8 minutes.
Merci Monsieur le Président de la Commission des Affaires européennes, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Avant toute chose, merci de votre invitation. Nous le savons tous, le cadre européen est primordial pour notre économie et quel meilleur jour qu'aujourd'hui pour évoquer les sujets et les enjeux auxquels fait face l'économie de l'Union européenne face aux défis de la compétitivité, de l'innovation, du numérique et de l'intelligence artificielle. Nous vivons une époque où les innovations structurantes, les évolutions techniques, les approches nouvelles en termes de production, de collaboration, de services ou de consommation s'accélèrent fortement et bouleversent non seulement les chaînes de valeur, mais aussi nos modes de vie. Ce qui est frappant également, c'est que l'origine de ces innovations se diversifie. Elles ne sont plus l'apanage des grandes puissances occidentales, ni de grands groupes industriels historiquement établis. Il faut de plus en plus raisonner en dynamique et anticiper plutôt que s'adapter. La compétitivité de l'Europe, dans la durée, repose largement sur sa capacité à intégrer les nouvelles technologies dans les produits de nos entreprises, dans les processus de production, dans les relations avec les clients et les partenaires des entreprises européennes. Dans la concurrence mondiale, notre continent a des atouts majeurs à faire valoir. Une recherche de qualité, un tissu d'entreprises dynamique, des têtes de filière qui créent de l'activité au sein de l'Union européenne, des compétences et des valeurs. Mais il faut aller plus loin si nous voulons que l'Union européenne joue pleinement son rôle de grande puissance économique mondiale au profit des citoyens européens. Nous devons définir et défendre une stratégie industrielle vraiment européenne, notamment sur l'innovation de rupture. Et ce sera mon premier thème d'intervention. Nous devons aussi défendre nos valeurs, que ce soit par une politique commerciale ferme et sans naïveté, ou en répondant aux défis posés par le développement des acteurs numériques. Et ce sera le second thème de mon propos. La période est décisive, car nous devons prouver notre capacité à relever ces défis, en particulier avec le lancement des discussions sur le prochain budget européen, qui doit être à la hauteur des enjeux. Donc, premier point, bâtir une Europe de l'industrie à la pointe de l'innovation de rupture. Face à la Chine ou aux États-Unis, une stratégie industrielle purement nationale n'a plus grand sens. Le gouvernement entend bien pousser auprès de la Commission et de nos partenaires européens des initiatives ambitieuses et concrètes en matière de politique industrielle européenne. C'est à cette échelle, l'échelle européenne, que nous pouvons créer des écosystèmes industriels de pointe et des champions capables de peser sur la scène mondiale. C'est aussi par l'Europe que pourra s'établir notre autonomie stratégique sur des technologies clés, la cybersécurité, le véhicule autonome et connecté, l'aéronautique et l'espace, l'intelligence artificielle. L'Europe nous donne la force de frappe nécessaire pour mener de grands projets industriels intégrés, du laboratoire à l'usage, comme dans les supercalculateurs, par exemple, ou les nanotechnologies. En matière de R&D, l'Union européenne s'est dotée de bons instruments, mais ils concernent surtout l'innovation incrémentale. Les sujets complexes d'innovation radicale méritent une approche spécifique et un cadre fortement mutualisé en Europe. Notre puissance de feu en matière d'innovation de rupture est déterminante pour notre compétitivité. Elle repose sur des projets qu'on appelle deep tech, c'est-à-dire très intensifs en recherche et développement, qui requièrent dès le départ des financements massifs et risqués. La bonne échelle, c'est donc l'échelle européenne. Face à cet impératif, le président de la République a proposé la création d'une agence européenne pour l'innovation de rupture. Nous ne pouvons pas prendre de retard. Dès 2019, un prototype d'agence doit être mis en place au niveau européen. Enfin, nous devons saisir le tournant de l'intelligence artificielle. Au niveau national d'abord, où c'est une priorité avec le déploiement de 1,5 milliard d'euros en 5 ans et surtout avec un programme très structuré. En Europe, ensuite, en soutenant la stratégie formulée par la Commission européenne, en particulier sur les 3 axes proposés. La compétitivité technologique et économique, l'anticipation des changements socio-économiques et la création d'un cadre juridique et éthique.
Vous l'avez mentionné, Monsieur le Président, le sujet du paquet énergie-climat est aussi un sujet important pour notre industrie. Et nous comptons bien pousser dans ce débat la mise en œuvre des conclusions de la COP, avec en particulier donc les enjeux environnementaux, et prendre en compte les défis industriels de certains secteurs, et en particulier celui des électro-intensifs. Deuxième point, nous voulons une Europe ouverte, mais également capable de défendre ses valeurs, ses intérêts et son modèle économique. Il est absolument nécessaire de défendre des relations commerciales ouvertes et réciproques, à l'heure où se développent des pratiques commerciales déloyales et la tentative du protectionnisme. Nous devons agir fermement, dans le respect du droit, pour défendre, moderniser et renforcer les règles du commerce international et permettre ainsi à nos entreprises d'évoluer dans un environnement sûr et favorable à l'innovation et aux investissements. Mais ouverture ne signifie pas naïveté. Nous voulons aussi nous protéger lorsque des pays tiers ciblent, de façon parfois agressive, des entreprises stratégiques en Europe. C'est pourquoi nous devons adopter rapidement le règlement sur le filtrage des investissements étrangers en Europe. S'agissant des enjeux nouveaux liés à l'économie numérique, l'Europe doit proposer un modèle juste et efficace. Elle a su le faire en matière de protection des données personnelles. Il faut avancer sur deux autres défis qui sont posés. D'une part, la fiscalité. Il n'est pas acceptable que les grandes entreprises du numérique ne payent que 9% d'impôts en Europe contre 23% pour les acteurs traditionnels. C'est non seulement injuste, mais aussi dangereux pour notre compétitivité et pour nos finances publiques. Deuxième point, la concurrence. C'est un fait, les distorsions de concurrence existent pour les plateformes qui n'ont pas les mêmes obligations réglementaires, sociales et fiscales. Nous sommes déterminés à contrôler et sanctionner les pratiques déloyales, car il faut assurer la juste concurrence et des relations commerciales équilibrées entre acteurs économiques. Nous le faisons au plan national. En mars dernier, Bruno Le Maire a assigné Google et Apple en justice pour pratiques commerciales abusives, comme il l'avait fait contre Amazon en 2017. Nous portons ces principes au sein de l'Union, où nous voulons une régulation européenne des relations d'affaires des plateformes avec leurs partenaires. La France s'est mobilisée pour que la Commission européenne propose un tel encadrement. Et nous soutenons entièrement le projet déposé le 26 avril, en particulier la mise en place d'un observatoire européen sur la loyauté des plateformes numériques. Ce projet doit aboutir. Pour conclure, Mesdames et Messieurs les sénateurs, avant de revenir plus en détail sur les points nombreux qui ont été soulevés par le président de la Commission des affaires européennes et qui, je pense, ne manqueront pas de susciter des débats et des questions, je souhaite apporter ces quelques termes importants. Nous voulons une usine qui défend ses intérêts, nous voulons une Europe qui défend ses intérêts, une Europe qui met au cœur de ses projets la compétitivité et l'industrie, une Europe qui se positionne avec force sur les grands enjeux technologiques d'avenir. Voici les grands messages que je souhaitais vous adresser en ouverture de cette audition. Et je me ferai un plaisir de préciser tous ces points en répondant à vos questions. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Dans la suite du débat, chaque orateur dispose de 2 minutes maximum pour présenter sa question avec une réponse du gouvernement pour une durée équivalente. Dans le cas où l'auteur de la question souhaite répliquer, il dispose de 30 secondes supplémentaires à la condition expresse que le temps initial de 2 minutes n'ait pas été dépassé. Et le premier à poser une question sera M. Jean-Noël Guérini pour le groupe RDSE. Monsieur le Président, Madame la Secrétaire d'État, Monsieur le Président de la Commission des Affaires européennes, mes chers collègues, au sommet de Tallinn du 29 septembre 2017, il a été décidé de faire de l'Europe un chef de file au niveau mondial dans le domaine du numérique. Le Conseil européen du 19 octobre a acté cette volonté partagée par tous les États membres. Dans ses conclusions, le Conseil a dressé un certain nombre de chantiers à ouvrir ou à approfondir dans la perspective de l'Europe numérique. Parmi ceux-ci, je voulais évoquer en particulier celui de l'approche commune de la cybersécurité.
Comme l'avait rappelé Juncker dans son discours sur l'état de l'Union, je le cite, les cyberattaques sont parfois plus dangereuses pour la stabilité des démocraties et des économies que les fusils et les chars. En effet, la lutte contre les cyberattaques représente un défi majeur. En 2016, on a recensé 4000 attaques par rançon logiciel chaque jour et 80% des entreprises européennes ont été touchées par au moins un accident lié à la cybersécurité. Au regard de la rapidité des évolutions technologiques et de l'ampleur du défi, il y a urgence à agir et à mobiliser les moyens. Aux États-Unis, l'investissement consacré à la cybersécurité est 4 fois plus élevé qu'en Europe. Aussi, si la commissaire européenne à l'économie et à la société numérique a demandé un doublement du budget qui couvrira les priorités numériques pour atteindre 70 milliards, je vous demande, Madame la Ministre, quelle pourrait être la part consacrée à la cybersécurité. Par ailleurs, l'Union européenne envisage de transformer l'Agence européenne de la sécurité des réseaux et de l'information en véritable agence de cybersécurité de l'Union. Le rôle de cette nouvelle agence serait d'aider les États membres, les institutions de l'UE et les entreprises à contrer les cyberattaques. Sachant que la France dispose déjà de la solide Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, comment va s'articuler le rôle de l'agence européenne avec notre agence nationale? Notre pays est avancé sur ces questions. Monsieur le Président, il n'y aura pas ah non, là, il n'y aura pas de réplique. Vous avez même consommé le temps de la réplique. Mais absolument. Au moment de la question. Madame la Ministre. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur. Je suis très heureuse de vous répondre sur cette première question parce que j'ai vécu très directement et très douloureusement l'attaque NotPetya l'année dernière dans mes précédentes responsabilités et je peux vous dire qu'en effet, c'est extrêmement compliqué pour les entreprises. Et je me réjouis de voir que la Commission a présenté le 13 septembre 2017 son paquet cybersécurité qui comporte en particulier une communication sur la révision de sa stratégie, une proposition de révision du mandat, comme vous l'avez mentionné, de l'ENISA, l'agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information, la création d'un centre de compétences et de recherche européen sur la cybersécurité et une proposition pour une réponse coordonnée lors d'incidents et de crises de cybersécurité de grande échelle. Il s'agit donc d'un enjeu reconnu comme très prioritaire au niveau européen, même si je ne suis pas en mesure de répondre à votre question spécifique sur le budget, car le budget proposé par la commissaire n'est pas ventilé dans ce détail. Nous nous félicitons cependant du choix effectué par l'Union de mettre en place en son sein un outil utilisé par plusieurs États membres, précurseur depuis près de 20 ans, la certification de sécurité, qui sera un élément clé pour renforcer la sécurité et la confiance dans le numérique au sein de l'Union. Dans les négociations sur cette certification, la France veillera à ce que l'échelon européen garantisse une harmonisation des niveaux de sécurité en préservant pour les hauts niveaux de sécurité, d'une part la réalisation d'expertises réalisées par des tiers indépendants et d'autre part le rôle des États. Enfin, la France soutient l'idée de renforcer les missions de l'ENISA, l'Agence européenne de cybersécurité, pour qu'elle ait une véritable valeur ajoutée au niveau européen en tant que soutien aux États membres dans l'élaboration et la mise en œuvre de politiques liées à la cybersécurité et par le partage et l'accès à des informations et analyses à l'état de l'art, tout en respectant les compétences techniques et opérationnelles des États membres. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. La parole est maintenant à Monsieur André Gattolin pour le groupe La République En Marche. 2 minutes. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Madame la Ministre, comme vous l'avez rappelé dans votre propos liminaire, la question de l'orientation et du financement de l'innovation est absolument centrale pour le devenir économique de notre pays, mais également de celui de notre continent. Et il faut savoir qu'en France, même si l'investissement des entreprises et des collectivités territoriales en matière de recherche et de développement a progressé en termes absolus au cours des dernières années, on ne peut cependant que constater un recul de la situation relative de notre pays à l'échelle internationale, tant
la compétition à laquelle se livrent les pays asiatiques, mais aussi les autres pays européens et les pays développés, est forte en la matière. En 2016, on ne comptait qu'une trentaine d'entreprises françaises parmi les 1000 entreprises mondiales investissant le plus en recherche et développement. L'enjeu est donc considérable, tant en termes de compétitivité de notre industrie qu'en termes de création d'emplois. Cela fait partie de la vision tant nationale qu'européenne que le président de la République a développée dans un premier temps à la Sorbonne en septembre dernier, ou plus récemment le 17 avril passé devant le Parlement européen. C'est pourquoi je souhaiterais savoir où en sommes-nous dans la mise en place de notre stratégie dans ce domaine, au moment où la Commission européenne vient de présenter ses premières propositions pour le cadre pluriannuel financier 2021-2027. Où en est-on également dans la concrétisation, vous l'avez évoqué, de l'Agence européenne pour l'innovation de rupture, qui avait été présentée par le président de la République? Est-ce qu'elle se fera sous une forme d'agence globale au niveau des 27 ou sous la forme d'une coopération renforcée? Par ailleurs, dans l'attente de la création de cette agence à l'échelle européenne, est-ce que la France entend créer une agence nationale de ce type en renforçant, par exemple, les missions et les moyens alloués à l'INRIA, l'Institut national de la recherche en informatique et en automatique? Je vous remercie. Merci, cher collègue. Madame la ministre, s'il vous plaît. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur. Comme vous le soulignez, les niveaux de dépenses intérieures de R&D dans l'Union sont encore très en deçà de l'objectif de 3% consacré dans la stratégie de Lisbonne adoptée en 2000, puisque nous atteignons laborieusement les 2%, et en France, nous sommes à 2,25% du PIB. Et donc, il est heureux que le budget de l'Union européenne reconnaisse ce besoin d'accélération et est prévu dans le cadre du programme Horizon Europe de 2021-2027, s'agissant de la proposition de la Commission, de consacrer 98 milliards d'euros à ces sujets d'innovation et de R&D, ce qui est une évolution significative par rapport à la situation actuelle. Dans le cadre de cette proposition, nous nous félicitons de voir que le commissaire Moedas a repris cette thématique de l'innovation de rupture qui est portée par Emmanuel Macron et par le gouvernement français depuis l'année dernière. Et sur cette thématique, nous pensons vraiment que l'Europe a une valeur ajoutée et a un rôle à jouer. On ne va pas attendre 2020 pour commencer à agir et donc nous travaillons avec la Commission sur la préfiguration de cette initiative et la possibilité de mettre en route des actions dès 2019. Nous avons formulé des suggestions concrètes afin que les caractéristiques clés de la proposition du président de la République, c'est-à-dire des financements élevés, une forte prise de risque, un management agile, figurent dans le projet pilote. Nous souhaitons un instrument qui soit à terme entièrement européen et pas limité à quelques États membres, car une telle initiative est appelée à contribuer au leadership technologique de l'ensemble de l'industrie européenne. En outre, cette initiative requiert une masse critique de financement qui ne peut être atteinte qu'à l'échelon européen. Madame la ministre, oui, donc vous m'avez aussi interrogé sur le programme français qui va s'articuler avec ce souhait d'avancer les choses et de préfigurer ce qui pourra être porté au niveau européen. On est tout à fait dans cette logique avec le Fonds pour l'innovation de rupture. Je vous remercie. Merci. Une réplique, chers collègues. Oui, merci Madame la Ministre pour votre réponse. Je crois qu'effectivement, il est important que cette stratégie de l'innovation envahisse l'ensemble des secteurs de l'économie, y compris des secteurs considérés comme traditionnels. On l'a vu au Canada lors de déplacements, la recherche qui est faite dans le domaine de la foresterie et nouvelles technologies est importante. Et récemment, la semaine passée, avec le groupe d'amitié France-Europe du Nord, nous sommes rendus en Islande et nous avons vu que l'industrie halieutique de la pêche développait de plus en plus les hautes technologies. Il faut penser à ces industries d'hier qui peuvent être les industries de demain et pas penser que toujours à l'industrie informatique ou pharmaceutique. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Pierre Ouzoulias pour le groupe CRCE. 2 minutes, chers collègues. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. Le développement des technologies qui transforment en données numériques nos comportements et nos relations avec les entreprises et les administrations
nous impose de veiller avec la plus grande vigilance à la défense des libertés individuelles. Par la voix du Président de la République, votre gouvernement a pris des engagements dans ce domaine, notamment en garantissant aux citoyens l'impossibilité d'une automatisation complète des décisions individuelles prises par l'administration. Je rappelle que la directive européenne relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel nous y oblige. Lors de la discussion au Sénat du projet de loi ayant pour objet sa transposition, notre Haute Assemblée, à l'unanimité, a été troublée par les libertés prises par votre gouvernement avec les principes forts de la directive, notamment en ce qui concerne la dérogation accordée aux établissements universitaires de mettre en œuvre des traitements automatisés des informations personnelles collectées par la plateforme Parcoursup. Un grand quotidien du soir vient d'apporter les preuves à ce que le Sénat soupçonnait. Ces traitements sont massifs et certaines universités utilisent même des logiciels de classement automatique des dossiers ex-aequo qui leur sont fournis par votre gouvernement. Le 12 avril dernier, le Sénat, à l'unanimité, je le répète, sur proposition de sa commission des lois et de sa rapporteure, Madame Sophie Joissains, a défendu une rédaction de ce texte qui protège les droits individuels conformément à l'esprit de la directive européenne. Madame la ministre, ma question est simple. Lors de la lecture définitive de ce texte à l'Assemblée nationale, votre gouvernement va-t-il de nouveau s'opposer à la position du Sénat ? Merci. Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Sénateur, vous vous inquiétez de la façon dont le gouvernement transcrit la directive sur la protection des données personnelles. Je veux tout d'abord rappeler que cette directive, elle s'inscrit dans une approche européenne qui est absolument unique et qui a un caractère très précurseur dans le monde. On s'en rend compte avec les scandales et les débats qui ont lieu actuellement autour justement de l'utilisation des données personnelles par les grandes plateformes. Et je pense que cette approche qui doit encore, faire ses preuves à l'utilisation et a quand même ce caractère très novateur et très exemplaire qui nous est aujourd'hui reconnu partout dans le monde. Et ce sera sur cette base que l'Europe pourra construire son approche, son modèle protecteur de ses valeurs, qui va lui permettre de peser et d'être plus influente dans le développement de l'utilisation de ces technologies. Donc c'est un cadre et un élément clé qui me semble au contraire extrêmement positif et extrêmement favorable au développement et au développement des technologies du type intelligence artificielle en Europe et protecteur pour l'utilisation de ces technologies. Et s'agissant très spécifiquement de Parcoursup, le gouvernement a bien indiqué quels étaient les avantages de Parcoursup par rapport au système qui préexistait et a été extrêmement clair sur le fait qu'on serait transparent et qu'il n'y aurait pas de dérive. Donc je pense que sur ce point, les préoccupations qui ont été exprimées sont entendues. Je vous remercie. 36 secondes pour répliquer. J'ai bien compris vos deux engagements. Donc vous êtes d'accord avec la position du Sénat, ce dont je me félicite. Vous allez donc mettre en œuvre pour la dernière lecture de cette loi à l'Assemblée nationale une transposition de l'esprit même de la directive, ce que vous réclame le Sénat. Et par ailleurs, vous venez prendre l'engagement ici ferme de la publicité des algorithmes de Parcoursup et de ceux de l'université, ce que le Sénat vous réclame aussi. Donc pour ces deux engagements fermes, merci Madame la Ministre. La parole est maintenant à Madame Anne-Catherine Loisier, pour le groupe Union centriste. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires européennes. En mars dernier, 50 entreprises de 19 États membres de l'Union européenne ont appelé les décideurs politiques européens et nationaux à revoir le projet de règlement e-privacy. Ils s'alarment des dispositions envisagées au niveau européen qui, selon eux, n'offriront pas une protection efficace des citoyens,
nuiront au développement de l'économie numérique européenne et porteront atteinte au rôle essentiel des médias dans la vie démocratique. Ce, en renforçant les positions des acteurs déjà dominants de l'économie de la donnée, en privant les acteurs numériques européens de relations directes et de confiance avec les utilisateurs de leurs services. En France, suite au rapport Villani, nombre d'entreprises s'interrogent sur la manière dont l'usage de l'intelligence artificielle va être encadré. Ces dispositions, vous le savez, Madame la Ministre, détermineront leur champ de travail et leur compétitivité vis-à-vis de concurrents étrangers, notamment chinois ou américains, qui exploitent les données de leurs citoyens sans réelle contrainte. Le rapport de Cédric Villani met également en avant les capacités importantes de la France en matière de recherche sur l'intelligence artificielle. Et de fait, de grandes entreprises américaines et asiatiques implantent aujourd'hui des laboratoires de recherche sur notre pays. Il est donc essentiel, Madame la Ministre, que vous nous précisiez la position, je dirais, éthique, qui sera celle de la France au sujet de l'intelligence artificielle, tant en amont dans la collecte et le traitement des données des citoyens qu'en aval sur les relations entre intelligence artificielle et être humain. La manière également dont le gouvernement pense articuler cette politique en matière d'intelligence artificielle avec le niveau européen et enfin comment la France et l'Europe entendent faire respecter ces dispositions par les acteurs internationaux. Merci. Madame la Ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président, merci. Madame la sénatrice. J'ai plusieurs fiches pour vous répondre, mais il y aura plusieurs questions sur l'intelligence artificielle. Et donc, je vous prie de m'excuser. J'essaye de faire en sorte d'aller plus au fond et pas forcément de répondre in extenso parce qu'on va avoir l'occasion de revenir sur un certain nombre de sujets. Vous avez mentionné le fait que s'agissant du marché mondial de l'intelligence artificielle, il y a un duopole Chine-États-Unis qui est en train d'émerger et qu'il est important que face à ce duopole qui s'appuie sur des échelles de valeur, sur des approches industrielles qui ne sont pas nées dans le cadre européen, on soit en mesure de proposer un système et un encadrement qui correspondent à notre propre culture et à nos valeurs. Et donc, comme vous l'avez dit, le sujet éthique est important. C'est un des 4 grands axes, je dirais, de la stratégie et de la réflexion qui ont été annoncés, lancés par le président de la République sur la base du rapport du député Cédric Villani, puisque donc le premier axe, c'est l'axe des compétences, de l'expertise, de la recherche. Le deuxième axe, c'est l'axe des données, de l'accès aux données et de leur mise à disposition, de la sécurisation de cette mise à disposition. Le troisième axe, c'est l'axe plus des projets, de comment faire émerger ces écosystèmes éventuellement sectoriels pour travailler, pour qu'il y ait vraiment l'émergence de grands acteurs européens de l'intelligence artificielle. Et le dernier point, c'est bien sûr les sujets éthiques qui sont extrêmement présents dans nos discussions, à la fois au niveau français et au niveau européen. Parce que le problème, c'est que les algorithmes de l'intelligence artificielle sont souvent opaques et sont souvent incompréhensibles pour le commun des mortels. Et qu'il y a donc un problème de confiance sur la façon dont travaillent, dont opèrent ces systèmes d'intelligence artificielle. Et par ailleurs, ils doivent être nourris d'un grand nombre de données, d'un grand nombre de cas, et ces bases qui leur sont fournies pour les configurer peuvent avoir des biais. Et donc sur tous ces sujets-là, il convient en effet d'avoir une surveillance et une expertise absolument très forte que nous comptons porter à la fois en France et en Europe. Mais j'y reviendrai. Merci. Madame la Ministre, il vous reste 47 secondes pour répliquer.
Madame la ministre, une expertise, bien évidemment, et c'est essentiel, mais je crois aussi qu'il faut avoir à l'esprit l'urgence, parce que bon nombre aujourd'hui de start-up, notamment, qui sont sur des produits d'interface utilisateurs, sont dans l'attente de savoir quelles données elles pourront demain utiliser. Est-ce que leur produit sera encore une viabilité, une faisabilité sur le marché? Donc je crois qu'aujourd'hui, on est dans cet entre-deux qu'il est compliqué de gérer pour toutes ces entreprises de l'innovation. Merci. La parole est à notre collègue Sylvie Robert pour le groupe socialiste et républicain. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre et mes chers collègues. Je vais prolonger l'intelligence artificielle et ce débat pour commencer par vous dire que 3 milliards, 8 milliards et 15 milliards d'euros, ce sont respectivement les montants des investissements privés dans l'intelligence artificielle au sein de l'UE, de la Chine et de l'Amérique du Nord. Jusqu'à peu, ce retard de l'UE se doublait d'une absence de vision stratégique en matière d'intelligence artificielle, contrairement à la Chine et aux États-Unis. Je n'y reviendrai pas, on vient d'en parler. Et la communication donc de la Commission européenne du 25 avril dernier, l'intelligence artificielle pour l'Europe, pose désormais, de mon point de vue, les fondations d'une stratégie européenne pour le développement de l'IA. Outre une volonté de quadrupler l'investissement public, mais aussi privé, d'ici 2020 et de la porter à 20 milliards d'euros, la Commission souligne que l'UE et les États membres devront orienter leurs ressources vers des secteurs stratégiques, la santé, l'environnement et les mobilités. De plus, afin d'éviter toute dilution des moyens qui s'apparenterait à une gabegie, la Commission prône une coordination à l'échelle européenne des politiques menées par les États membres. Ma première question, quelle est la position du gouvernement sur l'idée de ce fonds commun européen qui permettrait de mutualiser les efforts financiers des États membres et qui traduirait donc concrètement le pacte qui a été signé par les 24 pays, dont la France? Les progrès effectués par l'intelligence artificielle passent aussi, on le sait, par l'exploitation et l'analyse des données. Je vais revenir sur la question des données personnelles. Elles sont très importantes puisque l'intelligence artificielle ne peut se faire au détriment de la protection des données. Si le RGPD constitue une avancée importante et salvatrice, je dirais même, d'autres projets actuellement en discussion suscitent à minima des interrogations, voire des inquiétudes. Notre Assemblée, je voudrais le rappeler, a ainsi adopté une résolution sur le règlement concernant un cadre applicable à la libre circulation des données à caractère non personnel dans l'UE, exprimant des doutes sur sa pertinence et s'étonnant même que le dit règlement ne définisse même pas ce que c'est qu'une donnée non personnelle. Alors qu'on sait qu'à l'heure où le croisement entre les données rend possible l'identification des individus, il est absolument primordial de faire preuve de précision, de prudence, mais aussi de maintenir des garde-fous opérants. Conclure, chers collègues. Et notamment sur les objets connectés. Ma dernière question, comment concilier le développement de l'intelligence artificielle et la protection des données? Et je vais aller plus loin. Envisagez-vous de demander la révision du Privacy Shield afin de durcir les conditions d'autocertification des entreprises? Madame la ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Madame la Sénatrice. L'intelligence artificielle ne sera compétitive en Europe que si elle a accès au plus grand nombre de données. Et la France et l'Europe ont de nombreux atouts à faire valoir. D'une part, le cadre de la RGPD dont nous avons parlé, de la protection des données personnelles, qui est une exigence démocratique devenu un point focal de préoccupation des consommateurs. Et d'ailleurs, la CNIL a souligné que la collecte disproportionnée de données personnelles faisait partie des craintes les plus partagées concernant les algorithmes. Donc, ce que nous souhaitons, c'est l'opportunité de faire émerger un écosystème vertueux qui peut devenir un réel facteur de différenciation et de compétitivité pour les entreprises européennes dans le cadre de la RGPD. Un autre atout de l'Europe, c'est la richesse de ces gisements de données. On résume souvent les batailles industrielles de l'intelligence artificielle aux données en faisant allusion à l'avance prise par les géants de l'Internet. Et s'il est vrai que les GAFA et les BATX disposent d'une avance sur la connaissance des faits et gestes des consommateurs, les usages de l'intelligence artificielle couvrent bien plus de domaines que cela. L'intelligence artificielle peut être alimentée par une grande diversité de données, qu'elles soient industrielles, environnementales, médicales, juridiques ou liées aux services publics, sur lesquels l'avantage est parfois favorable aux acteurs européens. Et enfin, le marché unique numérique qui offre un cadre protecteur et harmonisé au niveau européen et un facteur de compétitivité de long terme. S'agissant des moyens,
que vous avez mentionné. Nous nous félicitons que la Commission européenne soutienne la recherche et le développement en matière d'intelligence artificielle, puisque dans sa proposition du 25 avril dernier figure l'annonce d'une augmentation de l'investissement public dans le cadre d'Horizon 2020 de 1,5 milliard d'euros sur 2018-2020. La Commission estime que si tous les pays font un effort similaire, l'investissement total serait de 7 milliards d'euros par an, soit 20 milliards d'euros d'ici 2020. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. La parole est à notre collègue Colette Mélot pour le groupe Les Indépendants. Monsieur le Président, Madame la Ministre, grand défi de ce XXIe siècle, l'intelligence artificielle est aujourd'hui un enjeu diplomatique de premier plan. Et je vais poursuivre ce propos. Dans la course entre la Chine et les États-Unis, la France seule ne peut rivaliser avec ces géants étrangers. Elle a besoin d'être épaulée par l'Europe. Preuve en sont les 20 milliards dépensés par la Chine en 2016 pour financer le développement de l'intelligence artificielle, quand notre pays peine à dégager une enveloppe d'1,5 milliard d'euros. L'effort du président de la République mérite d'être salué, mais il n'est pas suffisant. À la fin du mois de mars 2018, le mathématicien et député Cédric Villani a dressé une liste de recommandations pour assurer le développement de l'intelligence artificielle au niveau national et européen. Mise à disposition des données publiques sur l'agriculture, l'énergie, la météo ou le climat dès 2019. Facilitation des expérimentations numériques, avancée sur la transformation du travail ou encore la création d'un réseau d'instituts interdisciplinaires de recherche sur l'intelligence artificielle. L'appel français a été entendu. Le 10 avril dernier, 24 États membres, plus la Norvège, ont signé une déclaration commune de coopération sur le sujet, assurant que ces défis numériques devraient être relevés collectivement. Madame la Ministre, derrière cette intention de principe, quelles sont les réalités concrètes pour les chercheurs et les entrepreneurs du numérique de l'Hexagone? Qu'en est-il plus particulièrement du projet de supercalculateur européen dédié aux applications de l'intelligence artificielle que le rapport Villani appelait de ses vœux? Merci. Merci, chers collègues. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Madame la Sénatrice, vous mentionnez les efforts à faire en matière de recherche et développement, et il s'agit bien en effet de le premier axe de la stratégie française en matière d'intelligence artificielle annoncée par le Président de la République, qui est de former et d'attirer les meilleurs chercheurs pour rester à la pointe de la compétition mondiale et permettre l'émergence de futurs champions industriels. Dans ce cadre, un programme de recherche national et coordonné par l'INRIA impliquera l'ensemble de la communauté scientifique, incarnée par la création d'un réseau d'instituts emblématiques. Il y aura également un doublement des capacités de formation en intelligence artificielle de tous les niveaux, c'est-à-dire qu'il faut des techniciens, il faut des ingénieurs, il faut des chercheurs. Et un renforcement de l'attractivité face aux meilleurs chercheurs internationaux par le lancement d'un programme de chaires individuelles internationales et nationales. Et enfin, des appels à projets de recherche en innovation de rupture. Ça, c'est pour ce qui est fait au niveau français. Au-delà de l'assouplissement qui est proposé de la loi Allègre qui permet ces allers-retours et cette fructification croisée entre le monde de l'entreprise et le monde de la recherche. La Commission européenne, quant à elle, soutient également fortement la recherche et le développement en matière d'intelligence artificielle, avec le soutien à l'émergence et au renforcement des centres de recherche d'excellence en intelligence artificielle et l'encouragement à la collaboration européenne et le soutien aux expérimentations, notamment en s'appuyant sur les pôles d'innovation numérique. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Chers collègues, une réplique. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Bon, j'espère que le programme que vous venez d'évoquer concernant la communauté scientifique et le développement de l'émergence de techniciens, de chercheurs pourra rapidement être mis en place.
Le soutien de la Commission paraît favorable, donc j'espère que vous allez peser de tout votre poids pour que ce lancement d'un programme puisse être couronné de succès. Merci. Merci. La parole maintenant à notre collègue Michel Raison pour le groupe Les Républicains. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, mes chers collègues, il y a moins d'un mois, la presse nous apprenait le souhait de Google de mobiliser l'intelligence artificielle pour améliorer la productivité agricole. Son laboratoire de recherche étudie en effet la façon dont l'intelligence artificielle peut épauler les agriculteurs sur leurs exploitations afin de minimiser, par exemple, les pertes et d'augmenter les rendements. Le numérique et les GPS apportent déjà beaucoup à l'agriculture. L'intelligence artificielle pourra certainement aider à la décision sur de nombreux sujets comme le choix des implantations, une meilleure irrigation, tout ça en apportant des améliorations en matière d'environnement. D'ailleurs, les agriculteurs outre-Atlantique disposent déjà d'un certain nombre d'outils d'intelligence augmentée. L'Europe dispose d'importants atouts à faire valoir dans ce domaine et je crains qu'elle ne soit déjà un peu dépassée par les GAFA. Ma question porte donc sur les moyens mis en œuvre par l'Union européenne pour saisir ces nouvelles perspectives en matière d'agriculture. On a le droit de temps en temps de parler un peu de modernité et non pas que de passéisme. La Commission européenne envisage-t-elle, par exemple, une implication de l'intelligence artificielle à la définition des zones à contraintes spécifiques? Je parle plus particulièrement des zones défavorisées. Et y a-t-il eu aussi des discussions entre votre gouvernement et l'Union européenne sur l'ensemble de ces sujets? Merci, Madame la Ministre. Merci, cher collègue. Madame la Ministre. Oui, merci, Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur. Vous avez souligné l'importance de l'évolution technologique aussi dans le monde agricole qui a connu de nombreuses évolutions, mais il est vrai qu'il est aujourd'hui encore appelé à faire face à des défis de plus en plus importants afin de garantir au plus grand nombre une alimentation saine, abordable et respectueuse de l'environnement. Les États généraux de l'alimentation ont montré la sensibilité des consommateurs et des citoyens à ces questions. Et l'intelligence artificielle peut apporter des solutions à ce double défi de compétitivité et de respect de l'environnement. Les outils numériques permettant d'assister l'agriculture dite de précision sont déjà largement utilisés et de nombreuses start-up françaises réinventent les services aux agriculteurs. Naïo Technologies et ses robots agricoles autonomes, Erinov et ses capteurs connectés, Carbon Bee AgTech et ses caméras intelligentes pour détecter les maladies et j'en passe. Cet écosystème est donc foisonnant et l'enjeu est désormais de le transformer en une véritable filière. Les défis de court terme que nous voyons sont aujourd'hui de deux types. C'est la construction des infrastructures essentielles, avec la couverture réseau sur les exploitations, le soutien à la recherche et à l'innovation en matière de robotique et d'objets connectés, et les enjeux liés aux données, à leur interopérabilité, à la propriété de données et à la loyauté de leur utilisation. Une autre catégorie d'enjeux, c'est le fait de former les agriculteurs et de les préparer, ainsi que l'ensemble de leur écosystème à ce nouveau paradigme. Les métiers se transforment profondément avec une demande renforcée en matière de transparence, de traçabilité et de circuits courts. Donc cela ouvre des perspectives importantes et je note également votre suggestion sur l'aspect de l'utilisation de l'intelligence artificielle sur le zonage que je porterai auprès de mon collègue, le ministre Stéphane Travert. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Une réplique, chers collègues. Je vous remercie, Madame la Ministre, pour votre réponse complète. J'en profiterai simplement pour souligner, puisque vous avez parlé de la loi alimentation, qu'au fur et à mesure, année après année, depuis, on pourrait même dire des siècles, mais parlons des dernières décennies, l'agriculture n'a jamais attendu quelconque loi pour s'améliorer, que ce soit en matière de respect de l'environnement ou en matière de fabrication de produits de plus en plus qualitatifs. Et c'est aussi pour ça que la durée de vie a énormément augmenté ces dernières décennies dans notre pays. Merci. Merci. La parole est à Monsieur Jean-Raymond Hugonet pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, le rapport sur l'intelligence artificielle rédigé par Cédric Villani
constate que l'IA, dont les applications en entreprise progressent de plus de 50% par an, est porteuse de transformations extrêmement profondes dans toutes les dimensions de la société. Ce même rapport pointe le risque pour la France de se faire distancer rapidement par les entreprises américaines et asiatiques. C'est malheureusement déjà le cas. Si le président Emmanuel Macron a déclaré vouloir faire de la France une start-up nation, force est de reconnaître qu'aujourd'hui les moyens ne suivent pas. Devant les investissements massifs de nos concurrents, le modeste fonds de financement sur l'innovation lancé à grand renfort médiatique par le ministre de l'économie et des finances Bruno Le Maire ne pèsera pas bien lourd avec ses 200 millions d'euros de dotations annuelles. Même réalité navrante lorsque l'on constate que l'État, incapable de respecter financièrement les délais initiaux, décale à 2027 la livraison de la ligne 18 du Grand Paris Express, pourtant indispensable à la desserte du plateau de Saclay. Je rappelle au passage que l'ambition de départ était de créer la Silicon Valley européenne. Je crains qu'elle ne le devienne à la fumée des cierges. Dans ces conditions, mes chers collègues, comment la France peut-elle devenir une start-up nation, un exemple pour l'Union européenne? Quel récit européen la France propose-t-elle à l'Europe sur l'innovation pour attirer les jeunes générations? Les entrepreneurs de la French Tech ont démontré leur savoir-faire et leur dynamisme. L'État doit maintenant faire sa part en accompagnant efficacement ceux qui sont prêts à prendre des risques. L'Europe aussi doit voir ces nouvelles technologies comme une chance pour l'avenir. À quand un MIT européen, emblématique d'une politique commune par exemple? L'Europe doit être conquérante. Le risque est de voir l'avenir s'écrire sans elle et donc sans nous. La France peut et doit être une locomotive européenne. Quels moyens, Madame la Ministre, entendez-vous réellement y consacrer? Chers collègues, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Sénateur, je vous remercie pour votre question. On constate en effet ce duopole Chine-États-Unis qui est en train d'émerger au niveau mondial. Et au niveau européen, la France qui est au coude à coude avec le Royaume-Uni, l'Allemagne et la Suisse en termes de force de frappe, de recherche et d'expertise. En termes de publication de recherche, la France se situe dans le peloton de tête au niveau mondial, au coude à coude avec le Canada. Mais toujours derrière ce duopole Chine-USA. Et en termes d'innovation, la France occupe un rang moyen. L'investissement dans les start-up d'intelligence artificielle est 2 fois moindre qu'au Royaume-Uni. Et la Chine, dans ce domaine, est en train de dépasser les États-Unis avec sur 15 milliards de dollars investis dans les start-up de l'intelligence artificielle dans le monde en 2017. C'est 48% qui va à la Chine et 38% aux entreprises américaines. Et plus globalement, on observe un réel retard d'investissement européen en intelligence artificielle. D'après la Commission, l'investissement privé en 2016 était de 2,4 à 3,2 milliards d'euros en Europe, contre 6,5 à 9,7 milliards d'euros en Asie et 12,1 à 18,6 en Amérique du Nord. Il faut donc compter sur nos atouts que j'ai eu l'occasion d'énumérer déjà. Donc je les rappelle, il s'agit du cadre précurseur exigeant que nous avons sur la protection des données personnelles qui a un véritable avantage compétitif pour nos entreprises si elles s'en emparent. Le gisement des données et en particulier des données structurées qui peuvent avoir beaucoup de valeur pour l'intelligence artificielle et le marché unique numérique. Par ailleurs, nous investissons fortement dans l'innovation de rupture et une partie de cet investissement ira à l'intelligence artificielle. Nous avons annoncé 100 millions d'euros sur 3 ans pour l'intelligence artificielle au travers du Fonds pour l'innovation de rupture. Je reviens à cette occasion sur la question de Madame Colette Mélot sur les supercalculateurs, puisque je ne suis pas allée au bout de ma réponse tout à l'heure. Il y a aussi une ambition sur les supercalculateurs. Aujourd'hui, le moindre joujou de ce type coûte de l'ordre du milliard de dollars ou d'euros. Donc c'est bien au niveau européen que tout ceci doit se passer. Et la Commission européenne a lancé un appel d'offres ou un projet de règlement pour créer l'entreprise commune qui va porter l'ambition européenne en la matière avec la volonté d'investir des machines hexaflopiques, donc des milliards d'opérations par seconde à horizon 2022-2023. Il s'agit en effet d'être complètement dans la course. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Très bien, très bien.
Je vous en prie, chers collègues. 30 secondes. Madame la ministre, je ne doute pas de votre volonté, et c'est avec grand respect que je vous dis cela. Pour être sénateur de l'Essonne, les grands calculateurs, nous en avons un. Nous avons tout sous la main. La liste que vous venez de faire, la liste à l'après-vert, nous sommes loin de la réalité, je vous le dis. Nous avons tout sous la main dans ce pays. Il faut une réelle impulsion. Cette impulsion viendra également avec les moyens. Ce que l'on constate aujourd'hui sur place, c'est que c'est un bricolage et c'est, pour notre pays, parfaitement préjudiciable. La parole est à Monsieur Jean-François Longeot pour le groupe Union centriste. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires européennes. L'Union européenne que le Président de la République et le gouvernement souhaitent construire est un espace intégré qui développe des politiques qui seront mieux traitées à cette échelle qu'à celle des États. Cette volonté de redéfinir finalement la subsidiarité, nous la partageons. Il convient de définir les matières retenues et d'afficher les ambitions fortes. En cela, la politique de développement et d'aménagement numérique nous semble incontournable dans un monde qui évolue vite, dans un monde qui évolue sans cesse avec une concurrence effrénée à travers le monde. En matière de politique numérique et de télécommunications, chaque État a développé aujourd'hui ses propres règles juridiques. Certains règlements européens sont les bienvenus. Néanmoins, une plus grande intégration peut avoir et doit avoir lieu. Ainsi, pourriez-vous nous dire si les négociations sur une forme de code européen des communications électroniques avancent? Et si oui, à quelle échéance? Comme en matière fiscale, il ne faudrait pas de dumping entre nous, qui crée une concurrence qui affaiblit chacun. Une autre question importante concerne les outils de régulation. Ensuite, en matière d'aménagement, qu'en est-il du déploiement de la 5G dans notre pays? Le monde s'y prépare comme une nouvelle révolution numérique. Cependant, les degrés actuels d'engagement des pays varient énormément. Cela aura des conséquences fondamentales dans le développement économique, en particulier avec le développement de la notion d'Internet des objets. Les États vont devoir choisir entre les rentrées d'argent liées à l'attribution de fréquences à des tarifs élevés et à l'aménagement du territoire. Or, à ce jour, l'Europe et ses États membres sont très en retard en comparaison avec la Chine, les USA ou encore la Corée du Sud et le Japon. Je vous remercie de votre réponse. Merci, chers collègues. Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Sénateur, vous m'interrogez sur le Code des le Code des communications électroniques et sur la couverture 5G en Europe. Il s'agit en effet d'éléments de capacité qui sont extrêmement importants pour que notre continent soit en pointe sur ces sujets d'innovation et de numérique. S'agissant de la régulation de l'accès au réseau de communication électronique, la négociation est aujourd'hui bloquée entre le Conseil et le Parlement et le trilogue du 25 avril a été un échec sur ce point. Donc les termes du débat n'ont pas sensiblement évolué par rapport à la présentation faite dans la note. Nous tentons de préserver l'équilibre actuel du cadre réglementaire de la fibre et les marges de manœuvre du régulateur. S'agissant de la réglementation des services de communication électronique, la négociation a permis de conserver le principe de l'extension du champ du paquet télécom aux services OTT, over the top, voilà. C'est-à-dire les services du type WhatsApp qui viennent se superposer. S'agissant de la 5G, c'est une nouvelle technologie pour les réseaux mobiles au service de la numérisation de notre industrie et de notre économie. Elle apportera plus de capacité avec moins de latence et plus de sécurité, en consommant moins d'énergie. C'est donc un enjeu stratégique pour l'industrie, la compétitivité, l'innovation et pour les services publics rénovés. Elle facilitera, voire permettra le développement des transports autonomes, de la télémédecine, de la ville intelligente, de l'usine du futur et de la réalité augmentée. Au niveau européen, la Commission a détaillé dans une communication de septembre 2016 un premier plan d'action et demande à chaque État membre d'en élaborer un au niveau national. Les États membres sont encouragés à établir une feuille de route en vue d'une introduction de la 5G d'ici 2018 et d'un déploiement commercial en 2020.
Donc sur ce point, nous travaillons avec l'ARCEP pour lancer les expérimentations qui vont permettre à la fois de tester les technologies, mais aussi de voir en grandeur nature comment peuvent se développer les modèles d'affaires autour de cette nouvelle technologie de 5G sur notre territoire. Je vous remercie. Ministre, une réplique, chers collègues? Non. La parole est maintenant à Monsieur Jean-Yves Lecomte pour le groupe socialiste et républicain. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. J'ai entendu, Madame la Ministre, vos paroles sur l'avantage compétitif que le RGPD apporte à nos entreprises. Je veux y croire. J'ai participé, je suis aussi préoccupé par la défense de nos données personnelles. Toutefois, nous devons aussi être méfiants, car en effet, un certain nombre, et je reviens de Chine et je constate que il est probable qu'un certain nombre d'innovations technologiques majeures, en particulier de progrès dans l'intelligence artificielle, se feront sur la base de données qui n'auront pas nécessairement été collectées avec nos principes éthiques. Il est aussi probable que ce type de pratiques conduise à apporter à un certain nombre de pays n'ayant pas nos préoccupations et nos valeurs démocratiques à des avantages technologiques qui peuvent être dangereux pour l'ensemble de toutes nos sociétés. Comment faire en sorte, parce que cela peut aussi leur apporter une maîtrise technologique supérieure, comment faire en sorte qu'au niveau de l'Union européenne, nous puissions nous protéger et être vigilants sur ce danger qui peut menacer à terme la manière dont nous pourrons maîtriser l'évolution des technologies, la maîtrise de nos données et les capacités de nos entreprises à finalement être au meilleur niveau technologique. Nous ne pouvons pas, nous devons être préoccupés par les données personnelles, nous devons respecter le RGPD, mais nous ne pouvons pas accepter aussi que dans d'autres parties du monde, des entreprises puissent développer des technologies plus avancées ou risquent de développer des technologies plus avancées en n'ayant aucune préoccupation éthique, sans réagir. Et ça, c'est une préoccupation très, très importante. Voilà, Madame la Ministre. Madame la Ministre, vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Sénateur, comme vous l'avez noté, les données, c'est un point central dans l'avance et l'innovation, en particulier sur l'intelligence artificielle. C'est un carburant indispensable et le cadre européen a des spécificités avec lesquelles il faut qu'on travaille intelligemment pour faire valoir à la fois notre éthique, nos valeurs, mais aussi permettre à l'innovation, à des groupes européens de se développer. Et c'est un petit peu ce qui est recherché avec l'approche française qui a commencé à défricher le terrain, si je puis m'exprimer ainsi, qui est de faciliter l'accès pour des motifs de recherche et d'innovation dans 3 directions, du public vers le privé, du privé vers le public et entre acteurs privés. Il s'agit d'une part d'ouvrir un débat sur l'accès aux bases de données des monopoles de fait, constitués par les grandes plateformes. Il s'agit de faire des appels à manifestation d'intérêt pour la création de plateformes de partage de données entre acteurs, par secteur ou intersecteur, et ce qui permettrait d'associer des données en provenance du secteur public et du secteur privé. Enfin, c'est l'extension du service public de la donnée avec un nombre accru de bases de données auxquelles les acteurs pourraient avoir accès pour développer. Vous voyez, l'idée c'est qu'il faut créer de la fluidité, il ne faut pas qu'on contingente la donnée de façon excessive parce que ça va peser sur la capacité d'innovation des acteurs européens, mais il faut organiser, favoriser et encadrer ce partage de la donnée. Je vous remercie. Merci, Madame. Mes chers collègues, une réplique? Non. La parole est maintenant à Madame Christine Lagarde pour le groupe Les Républicains. La VAR. Oui. Merci. Donc, Madame la Ministre, depuis septembre 2015, l'Union européenne investit pour relancer l'industrie.
Initialement prévu jusqu'en 2018, ce plan d'investissement ou plan Juncker a été conforté jusqu'à l'horizon 2020 avec un objectif de financement porté à 500 milliards d'euros grâce à l'effet de levier. Par l'intermédiaire du Fonds européen pour les investissements stratégiques, les projets les plus prometteurs, mais aussi les plus risqués, trouvent une source de financement. Pour être financé par ce fonds, un projet doit s'inscrire dans un des 7 domaines prioritaires, parmi lesquels le développement et le déploiement des technologies de l'information et de la communication, ou encore la promotion du capital humain, de la culture et de la santé. Depuis plusieurs années déjà, avec l'organisation de la Semaine européenne des compétences numériques en mars 2012, la Commission européenne a conscience que les technologies numériques sont stratégiques, voire vitales pour les économies du XXIe siècle. Depuis 2013, existe une Semaine européenne du code, dont la prochaine édition aura lieu du 6 au 21 octobre 2018. Lors de la dernière édition en 2016, près de 970 000 participants, issus de 50 pays, ont pris part à plus de 23 000 événements. En décembre 2015, la Commission lançait la Coalition en faveur des compétences et des emplois dans les secteurs du numérique pour aider les Européens dans leur parcours professionnel et leur quotidien. À cette occasion, Günther Oettinger, à l'époque commissaire européen pour l'économie et la société numérique, a fait valoir que le manque de compétences numériques constitue déjà un frein à l'innovation et à la croissance en Europe, pas seulement pour les entreprises du secteur des TIC, mais aussi pour les organisations dans tous les secteurs, tant privés que publics. Dans le domaine du numérique, les investissements concernent aujourd'hui essentiellement le déploiement du très haut débit, à l'exemple du projet porté par la région Grand Est. Pour autant, dans un rapport sur les perspectives des métiers en 2022 rédigé par France Stratégie, 5 métiers concernant le numérique figurent dans le top 20 des métiers les plus recherchés. D'où ma question, comment aujourd'hui mieux orienter les crédits du Fonds européen pour les investissements stratégiques vers des actions immatérielles, notamment le développement des compétences numériques comme le codage, qui prépare la compétitivité future des économies européennes? Comment redonner la main aux États membres alors que dès 2014, des grandes entreprises telles Microsoft ou Facebook ont lancé une initiative européenne pour le codage? Merci, chers collègues. Il n'y aura pas de réplique possible, Madame la Ministre. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président, Madame la Sénatrice. En effet, on se rend compte qu'il va y avoir qu'il y a déjà, et que ça va s'accentuer, une tension très, très forte sur les compétences dans le numérique. C'est quelque chose, en effet, qui est pris en compte par la Commission européenne. Sans doute y a-t-il des points à discuter sur la nouvelle configuration du plan Juncker, enfin, ou de ce qui remplacera le dispositif des investissements Juncker dans les prochaines perspectives. Il est clair que ces thèmes-là doivent paraître. Au plan français, comme vous le savez, à la fois dans le programme sur l'intelligence artificielle, il y a un effort sensible sur les formations avec un doublement des nombres de formations en intelligence artificielle. Il y a également une action menée dans le cadre du plan d'investissement dans les compétences, donc le plan de 15 milliards d'euros sur le quinquennat, qui portera en particulier sur les compétences numériques, et un certain nombre d'actions ont déjà été démarrées pour accélérer la formation numérique des jeunes ou des personnes éloignées de l'emploi, et afin de mettre en place les choses extrêmement rapidement. Mais je suis d'accord avec vous que ces sujets de formation et de constitution des compétences sont clés et devront trouver leur place aussi au plan européen dans le cadre des 9 milliards d'euros qui sont prévus ou qui sont proposés en tout cas dans les nouvelles perspectives pour ce qui est du sujet numérique au total. Merci. Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Guillaume Chevrollier pour le groupe Les Républicains. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a bien conscience que la sécurité du numérique doit devenir une priorité. En effet, lors de son discours sur l'état de l'Union en septembre 2017, il affirmait « Les cyberattaques sont parfois plus dangereuses pour la stabilité des démocraties et des économies que les fusils et les chars ». 2017 a été marqué par une succession de cyberattaques de plus en plus professionnelles et sophistiquées
qui ont ébranlé la sécurité des citoyens, des entreprises et parfois même des États. Le rançongiciel NotPetya, par exemple, aurait attaqué plus de 2000 entreprises. En France, plusieurs victimes, des grands groupes notamment, la banque BNP Paribas, Auchan ou encore l'industriel Saint-Gobain, qui estime que les pertes financières sur ces ventes s'élèvent à des millions d'euros. Le numérique est incontestablement un vecteur d'innovation et de croissance, mais il crée des poches de vulnérabilité. La cybermenace s'intensifie au rythme de la numérisation du monde. Toute entreprise est une cible potentielle. 80% des entreprises européennes auraient été victimes de piratage en 2016, y compris naturellement les TPE et les PME. Espionnage informatique, pillage d'un savoir-faire, veille concurrentielle, vol ou destruction de données. Les conséquences d'une attaque peuvent parfois paralyser, voire ruiner une entreprise. Il est ainsi urgent de bâtir un front commun pour protéger le savoir-faire industriel européen des cyberattaques internationales et investir massivement dans la sécurité, au risque d'ailleurs d'une perte de confiance totale dans l'outil numérique. Afin d'intensifier la coopération entre les États membres, une première directive européenne a été adoptée en 2016, la directive sur la sécurité des réseaux et des systèmes d'information, SRI, incorporée dans le droit français le 15 février 2018. La Commission européenne a par ailleurs proposé un paquet cybersécurité annoncé en septembre 2017. Ce dernier vise à instaurer un système européen de certification du niveau de cybersécurité des produits technologiques, de réformer l'agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information, l'ENISA, et de la faire évoluer en une agence européenne pour la cybersécurité. Cette agence serait alors le certificateur unique. Et en Europe, il existe des disparités entre les États membres. Certains sont plus avancés, comme la France et l'Allemagne. Donc, Madame la Ministre, dans ce contexte, la cybersécurité est-elle, selon vous, une question de souveraineté nationale ou européenne? Et comment faire de la sécurité du numérique un facteur de compétitivité pour l'Europe et un avantage concurrentiel pour les entreprises françaises? Merci, Madame la Ministre. Vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Sénateur, vous avez bien rappelé le contexte et les initiatives qui ont été lancées. Donc cette directive qui entre en vigueur, en tout cas dans la transposition, la date limite de transposition était aujourd'hui. Le paquet cybersécurité de septembre 2017 qui va apporter des éléments importants sur la révision du mandat de l'ENISA, sur la création d'un centre de compétences et de recherche européen et sur une réponse coordonnée lors d'incidents et de crises de cybersécurité de grande échelle. Donc cette collaboration européenne, de notre point de vue, elle est clé. Donc il y a bien un sujet de souveraineté européenne et de sécurité au niveau européen qui s'articule avec un souci et une vigilance sur la souveraineté nationale, puisqu'il y a bien évidemment dans ces technologies et dans ces technologies de cybersécurité et dans les données qu'elles protègent des éléments de souveraineté nationale. Donc il faut bien articuler les deux niveaux, mais travailler aussi au niveau européen pour relever les compétences globales de l'ensemble des pays de l'Europe et la sécurité aux frontières de l'Europe. Donc nous sommes mobilisés pour ceci. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Stéphane Piednoir pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Président, Madame la Ministre, tous les observateurs sont d'accord au moins sur un point. Depuis quelques années, l'intelligence artificielle est entrée dans une nouvelle ère. Elle est devenue l'une des technologies les plus stratégiques, susceptibles d'initier une véritable révolution industrielle et technologique. Nous avons tous en tête ces mots de Vladimir Poutine: celui qui deviendra leader dans ce domaine maîtrisera le monde. Et il s'y connaît en la matière. Aux côtés des États-Unis et de la Chine, incontestablement très en avance, le Canada, le Royaume-Uni, Israël sont également très mobilisés pour développer de nouvelles applications, notamment dans les secteurs de la santé et de l'automobile. Il est grand temps que l'Europe prenne toute sa place dans ce défi majeur et compte tenu du Brexit, la France doit jouer un rôle moteur dans l'élaboration d'une stratégie européenne aux côtés de l'Allemagne. Dans ce contexte, je me réjouis de l'ambition affichée par le président Emmanuel Macron le 29 mars dernier, corroborée d'ailleurs par le gouvernement allemand, qui prévoit notamment la création d'un centre commun d'intelligence artificielle avec la France. Mais pour ne pas rater ce virage, les investissements
publics doivent être à la hauteur des enjeux. Or, l'annonce d'un déblocage de 1,5 milliard d'euros sur l'ensemble du quinquennat, que vous avez rappelé tout à l'heure, Madame la Ministre, essentiellement issue d'ailleurs de redéploiements budgétaires, est nettement insuffisante et relève davantage du saupoudrage que d'une véritable ambition. De même, la mise en place de chaires individuelles et la modification de la réglementation concernant la recherche vont incontestablement dans le bon sens. Mais la préconisation du rapport Villani visant à revaloriser de manière très significative le salaire des chercheurs, notamment en tout début de carrière, est un paramètre essentiel dont le président n'a visiblement pas voulu tenir compte. C'est très regrettable et je ne peux me satisfaire de constater que nos talents quittent massivement et irrémédiablement la France et plus largement l'Europe pour rejoindre la Silicon Valley. Nous devons avoir les moyens de nos ambitions, c'est le moment d'oser et de nous engager vraiment. Madame la Ministre, quelle garantie le gouvernement peut-il nous apporter en la matière? Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur. Ce que nous souhaitons, avant tout, c'est de faire valoir les atouts de la France et de l'Europe en matière d'intelligence artificielle, en particulier l'excellence de la recherche française dans les domaines scientifiques et technologiques, les mathématiques, l'informatique, les sciences des données, qui sont reconnus internationalement et qui attirent les grands groupes internationaux qui implantent des centres de R&D spécialisés en France. Le gouvernement a mis en place de nombreuses actions de soutien en faveur de la R&D et de l'émergence et du développement des start-up. Par l'intermédiaire du Fonds pour l'innovation de rupture, il y aura un compartiment dédié au financement de projets de deep tech, dont une partie viendra sur l'intelligence artificielle. Il s'agit vraiment d'initiatives qui doivent être pilotées et justement recentrées et non pas d'un saupoudrage ou d'un redéploiement de façade. Il y a vraiment la volonté d'aligner les moyens avec les enjeux. Je rappelle aussi que la France compte de grandes entreprises de services dans le numérique qui vont être clés pour mener à bien cette stratégie, donc Capgemini, Atos, Sopra Steria, et ces entreprises investissent dans les technologies d'intelligence artificielle. Et qu'enfin, de très grands groupes français, utilisateurs de technologies, sont aussi des références dans leur secteur et vont devenir un peu les donneurs d'ordre sur certaines solutions, certaines plateformes d'intelligence artificielle. Donc il y a quand même beaucoup d'éléments qui sont exploitables pour faire en sorte qu'on joue pleinement notre partition dans ces enjeux de l'innovation et de l'intelligence artificielle. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Une réplique, chers collègues. Oui, simplement pour souligner que vous n'avez pas répondu à ma question sur la revalorisation des salaires des chercheurs en tout début de retraite, en tout début de carrière, pardon. C'est un élément essentiel et encore une fois, en termes de levier socio-économique, on sait bien que c'est par là que tout commence. Donc, je renouvelle mon appel sur ce point précis. Voilà pour ce débat qui s'est déroulé mercredi dernier au Sénat et qui portait sur la question de l'Union européenne face aux défis de la compétitivité, du numérique, de l'innovation et de l'intelligence artificielle. Débat qui s'est tenu à la demande de la Commission des Affaires européennes et qui pourrait éventuellement préparer une proposition de résolution de la part du Sénat. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les séances sur notre site publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.